Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de Monaco-Brest, match de la 27e journée de Ligue 1. Une vidéo assez tôt, à 10 h du matin, parce que, encore une fois, on fait un match à une heure un peu étrange, à 13 h un dimanche. Bon, on peut remercier les Chinois pour ces horaires. Un horaire en plus qui nous réussit pas beaucoup à Monaco. 3 matchs cette saison, 2 matchs nuls, une défaite. Donc il faut vraiment espérer qu'on arrive à faire changer un peu la tendance. Sachant qu'en plus, contre Brest, la danse c'est pas bonne puisqu'on a perdu le match aller sur un triste 1-0, un match pourtant où on a eu beaucoup d'occasions, on a essayé de revenir au score après cette ouverture assez tôt de Fèvre, mais on n'a pas réussi. Malheureusement, ça reste un peu une désillusion sur cette première moitié de saison où c'est un des matchs qu'on aurait dû aller chercher, qu'on n'a pas réussi à ramener des points. Je vais arriver à le dire. Voilà, on va faire un peu le tour donc du coup de tout ce qu'il y a à savoir sur ce match, les compos, les groupes, l'arbitrage, un peu des statistiques bien sûr sur cet avant-match un peu nulou que j'ai un peu modifié en espérant que ça vous plaît davantage que le précédent. En tout cas, on va aller attaquer tout de suite par regarder le classement et le petit point, voir où est-ce qu'en sont les deux équipes. Monaco, du coup, est sur une énorme série de 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, bien sûr, parce qu'il y a le match de Grenoble, très très grosse série. Quatrième depuis un bon bout de temps maintenant, parce que même si on enchaîne les victoires, parce qu'il y a seulement deux matchs nuls sur cette superbe série, on est toujours quatrième parce que devant, ça carbure autant. Un peu du mal à aller chercher du coup Lille, Paris et Lyon qui ont des très très bons résultats aussi. On peut voir que même si cette année on a réussi à prendre les deux victoires contre le PSG, ils sont toujours devant nous. Et que du coup, il va falloir attendre des faux pas de ces équipes-là si on veut les rattraper, parce que contre le PSG, on a déjà grillé nos cartouches dans les confrontations directes pour récupérer des points. Monaco quatrième, Brest c'est plus bas, c'est 13e, c'est un club qui est au milieu du classement, ils sont à mi-chemin entre l'Europe à 10 points et le barrage qui est à 8 points pour eux. Une équipe, on le verra tout à l'heure, qui a du mal sur ses déplacements, surtout à domicile. Une très bonne équipe quand même qui pratique un très très beau jeu. C'est assez plaisant quand même à pouvoir regarder. Une équipe qui nous avait posé des problèmes match aller et qui, à mon avis, sur ce match retour aussi, va essayer de nous poser des problèmes et essayer d'un peu enrayer la machine qu'ils ont de mauvais résultats à l'extérieur. On en reparlera là aussi tout à l'heure. Maintenant, si on regarde un peu plus près la journée, cette 27e journée, on peut voir, voilà, le premier résultat, c'est que le PSG a déjà gagné. Bon, on se faisait pas d'illusions forcément. Le match était contre Dijon, le dernier. Après la défaite contre Monaco, on s'attendait forcément à un sursaut d'orgueil des joueurs et ils sont allés chercher une victoire 4-0 assez facilement. L'autre petite surprise, c'est Metz qui allait chercher une victoire du coup à Bordeaux. Bordeaux qui tourne un petit peu moins bien depuis quelques matchs. Et du coup, c'est Metz qui maintenant qui nous chasse. C'est eux qui sont cinquième et qui vont aller chercher du coup la quatrième place. On a encore 11 points d'avance. On a un match en retard aussi par rapport à eux, bien sûr. Donc pas forcément encore d'inquiétude pour l'instant, mais l'intérêt est vraiment de gagner le maximum de points pour moi, pour essayer de mettre toute la concurrence derrière nous très 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 loin, pour s'assurer vraiment cette place en Europe, et ensuite espérer d'aller chercher plus haut la Ligue des Champions. Le titre pour moi c'est encore une autre histoire, parce que bon voilà, c'est pas un club qu'il faut aller chercher, c'est trois, donc il faut attendre trois faux pas. Donc même s'il y a des confrontations directes, faut pas oublier qu'on a toujours 3 points de retard déjà sur Lyon, qui va jouer un match compliqué d'ailleurs en fermeture de cette 20e journée en déplacement à l'OM. Lille sur lequel on a pas mal de points de retard aussi, 6 de mémoire, et le PSG donc qui a gagné, et donc il y a déjà 5 points de retard aussi. Lille du coup qui accueillera Strasbourg, un club aussi qui est du milieu bas de classement, donc ça devrait pas être un match trop compliqué pour eux, bien qu'ils ont joué cette semaine en Coupe d'Europe, donc c'est toujours un peu difficile, donc avec la fatigue, peut-être la désillusion de s'être fait sortir, même si c'était l'Ajax en face, peut-être que des points pourront être perdus de ce côté-ci. Et comme j'ai dit, du coup, Lyon se déplacera à Marseille. Et du coup, un match qui est jamais simple, le Olympico. Sachant que Marseille a changé, du coup, ça y est, enfin, de président. Avec en plus la validation de son nouvel entraîneur, peut-être que là aussi, ça peut faire un peu changer les mentalités et essayer d'enrayer la machine aussi qui est très très mauvaise de résultat de Marseille, qui est catastrophique. Marseille qui est toujours aussi derrière nous dans ce petit groupe de clubs qui font des résultats un peu moyens ce temps-ci, à l'image aussi de Rennes, qui a perdu à domicile contre Nice, et donc du coup qui cale et qui nous laisse prendre petit à petit de l'avance. Donc voilà, ce serait bien un petit match nul. Moi, me ferait assez plaisir entre Marseille et Lille. Ça permettrait, nous, si on gagne contre Brest, de pouvoir remonter un peu au classement pour se rapprocher un peu plus de ce trio de tête et de laisser très loin la concurrence derrière nous.
Donc voilà ce qu'il y en est en tout cas du classement, et de cette 27e journée. Si on regarde de plus près maintenant, bah, le groupe monégasque, c'est pas trop de surprise. On retrouve exactement le même groupe que contre le PSG, à la différence bien sûr des gardiens. Comme si vous l'avez pu le suivre depuis quelques journées, c'est toujours un gardien fait le déplacement, l'autre gardien fait les matchs à domicile. Donc voilà, c'est Majiki là qui sera sur le banc. Pas de doute que le compte sera titulaire. On retrouve exactement les mêmes joueurs et les mêmes absents aussi. Gelson Martins qui enchaîne, bah, du coup c'est son 9e match où il n'est pas là. Ça commence à faire pas mal, et sachant qu'on n'a toujours pas vraiment de date de retour, parce que du coup il est toujours pas retourné aux entraînements. Mon avis c'est qu'à mon avis, tant que on verra pas avant le retour après la trêve internationale, je pense qu'on en a encore pour un bout de temps où il va être absent. Noter du coup les absences aussi de Goebbels qui est absent depuis le match de Grenoble et sa blessure du coup à l'avant-match. Un peu dommage pour lui et pour Pellegrini aussi qui est toujours pas revenu, toujours blessé. Donc c'est deux joueurs qui, certes sur ce match-là on compte pas trop sur eux, mais sur le prochain match en Coupe de France contre Nice, ça aurait été du temps de jeu qu'ils auraient pu gagner ces deux jours-là. Donc s'ils sont toujours blessés, je crois que Goebbels a repris les entraînements individuels, mais c'est pas le cas de Pellegrini. Donc voilà, des joueurs qui ratent un peu le coche sur des matchs un peu plus là où ils auraient pu avoir du temps de jeu. Mais bon, voilà, c'est un autre débat, ce sera sur une autre vidéo. On en reparlera en temps voulu pour le match de Coupe de France. Parmi les autres absents, on retrouve toujours les mêmes, voilà, Florentino et Milo qui ne sont pas appelés. C'est assez classique depuis pas mal de temps. Et de toute façon, après, on aura les deux joueurs qui sont dans l'œuf, Gracia et Benasser. De toute façon, ils le resteront jusqu'à la fin de la saison. Ça, on peut en être sûr. Sauf s'il y a vraiment une pénurie de joueurs, et ça, on ne le fait absolument pas. Petit point du coup sur les joueurs qui pourraient être suspendus en carton jaune. On a plusieurs joueurs qui, comme vous le savez, s'ils prennent 3 cartons jaunes sur une période de 10 matchs, et ben, ont un match de suspension. Ce match de suspension tomberait du coup contre Lille. Donc c'est assez pénible de ne pas avoir des joueurs contre ce gros match, hein, qui va être très très important pour nous. On a dans ce cas-là du coup Badiachil qui en plus qui est sur son 10e match justement. Donc du coup, s'il ne prend pas de carton jaune, ce serait pas plus mal qu'il puisse faire sauter un peu ce risque de suspension. Ce n'est pas le cas par contre de Chouamini qui lui, il a pris ses 2 cartons jaunes sur les 2 précédents matchs. C'est-à-dire que maintenant, pendant 8 matchs, il faut absolument pas qu'il prenne de carton jaune, ce qui est assez compliqué pour un joueur de son style au milieu de terrain. Mais bon, en début de saison, il était dans la même configuration, il avait pris 2 cartons jaunes et il n'avait pas pris le troisième. Il avait réussi à tenir pendant une très longue période sans prendre de carton. Donc on peut espérer qu'il fasse de même, parce que c'est vraiment pas le moment de prendre un carton. S'il est absent contre Lille, ça va être très compliqué de ne pas avoir ce genre de milieu de terrain très très précieux. Et sinon, autre joueur qui peut être sous le coup d'une suspension, c'est Diatta. Lui, il lui reste 4 ou 3 matchs de mémoire. C'est 3 matchs, exactement. Voilà. Mais bon, un joueur qui ne devrait pas forcément être titulaire, qui ne devrait pas avoir énormément de temps de jeu. Donc c'est moins à risque. Voilà ce qu'il y en est du coup pour le groupe monégasque. Maintenant, on va pouvoir aller regarder un peu ce que nous a contacté l'entraîneur brestois. Il n'a pas non plus de grosses surprises. Il n'y a qu'une seule absence vraiment à noter, c'est celle de RL. RL qui est un défenseur central qui est habituellement titulaire, hein, parce qu'il a participé à 10 des 12 derniers matchs de Brest en défense centrale. Blessé au genou, donc ça a l'air d'être survenu pendant la semaine, puisqu'il était titulaire contre Lyon le week-end dernier. Joueur qui sera sûrement remplacé par Duverne, on pourra le voir après dans ce qui annonce les médias. Voilà, après les autres joueurs, c'est des joueurs qui n'ont pas été convoqués par des choix de coach. Pour retrouver les joueurs qui avaient un peu eu tant de jeu cette saison, le Doiron, qui a joué de mémoire 16 matchs cette saison, mais bon, j'ai regardé sur les 5 dernières journées, il n'a fait que des bouts d'entrée. Le joueur offensif, l'ailier, a fait vraiment que des petits bouts de match, donc c'est pas une attente vraiment notable. Et Magnetti, c'est 6 matchs, mais c'est tout au début de la saison. Sinon, le milieu défensif n'a pas joué là sur les 8 derniers matchs. Il n'y a pas participé du tout. Il est en groupe régulièrement. Donc voilà. Hormis cette absence de RL, vraiment, le groupe est au complet pour venir nous affronter. Petit point maintenant sur les statistiques, et si on regarde de plus près du coup les statistiques de l'AS Monaco, qu'on peut le voir vraiment sur une très très grande forme. Je le disais tout à l'heure en ouverture, on est sur 12 matchs sans défaite et seulement 2 petits matchs nuls, donc c'est vraiment une très grosse série avec quasiment que des victoires. Malheureusement, ces 2 matchs nuls là, ils sont à domicile. C'est là que ça pêche un peu. Si à l'extérieur on est sur une super série de 7 matchs, 7 victoires consécutives, à domicile ça pêche un peu. Match nul contre Saint-Etienne, match nul contre Lorient, et si on remonte un peu avant cette série de 5 matchs en défaite, c'est la défaite contre Lens.
Donc c'est à domicile, on vient perdre des points et c'est pas le moment d'en perdre justement si on veut aller chercher la Coupe d'Europe et le titre. On doit être souverain à domicile, on doit enchaîner des victoires, on ne doit pas aller perdre des points. Surtout qu'on a des gros matchs qui arrivent à domicile contre du coup les clubs contre qui on fait la course. Donc il faut bien se préparer, il faut arriver à ne plus perdre de points. À voir du coup contre Brest, qui est en plus une équipe qui a vraiment du mal à l'extérieur, ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure. Donc c'est pas le moment de perdre des points. Après, Monaco à domicile, c'est quand même la troisième meilleure équipe, celle qui a gagné le plus de points, 8 victoires, 4 nuls et la défaite du coup contre Lens. Donc on est quand même assez serein, même si c'est les derniers matchs où on a perdu quelques points. On s'appuie surtout sur une très grosse attaque. On est la deuxième meilleure attaque à domicile avec 2,3 buts inscrits par match, donc c'est vraiment énorme. On peut le voir là sur les graphiques de la LFP, on est sur une série de 10 matchs où on marque 2 buts ou plus, domicile et extérieur bien sûr confondus. Donc vraiment une très grosse arme offensive de la part de l'AS Monaco. Défensivement, on le sait, c'est moins bien, on a toujours tendance à prendre pas mal de buts. On est la 8e défense à domicile. On s'est amélioré sur les derniers matchs, on a encaissé un peu moins de buts comparé au début de saison, on en prenait beaucoup plus. On s'améliore un peu dans ce domaine-là, en faisant même des clean sheets contre le PSG, là où on pourrait s'attendre à prendre beaucoup plus de buts. Voilà, en espérant du coup qu'on reconduise pas ce qu'on a pu produire contre Lorient, où on a pris des buts. On a laissé des opportunités à notre adversaire. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faut faire contre Brest, qui est une équipe, certes, qui offensivement a un peu du mal en déplacement, mais ça reste une très bonne équipe offensive quand même. Voilà ce qu'on peut dire sur l'AS Monaco. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on peut regarder du coup sur les statistiques de l'adversaire, statistiques de Brest qui sont beaucoup moins bonnes. Ils sont sur une série de 7 déplacements consécutifs sans la moindre victoire, avec seulement 2 matchs nuls faits à Lille, du coup le 0-0 et contre Strasbourg. C'est surtout une équipe qui offensivement cale un peu. Sur les 4 derniers déplacements, il y a seulement 2 buts inscrits, c'est les 2 contre Strasbourg. Sinon, bah, c'est 0 but inscrit contre Lille, c'est contre Reims et contre le PSG. Il n'y a que contre Strasbourg qu'ils ont inscrit 2 buts. Donc voilà, offensivement, c'est compliqué pour eux. C'est une moyenne de 1 but par match en déplacement, 13 buts en 13 matchs, c'est très très peu. Ça suffira à mon avis pour nous marquer notre but qu'on a l'habitude de prendre, malheureusement. C'est un peu le cas souvent pour Monaco, on a vraiment du mal à enchaîner des clean sheets, même quand on est contre des équipes qui ont du mal offensivement. Défensivement, c'est pas bien mieux. Du coup, si offensivement c'est la 17e attaque, c'est la 15e défense en déplacement. Voilà, 1,7 buts encaissés par match, c'est beaucoup aussi. Brest a tendance à faire de très très bons résultats à domicile. Du coup, ça a été aussi le cas contre nous. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une équipe qui laisse pas mal d'occasions à ses adversaires. On verra tout à l'heure sur les stats globales. C'est une équipe du coup qui laisse pas mal de tirs. Du coup, qui a tendance à encaisser pas mal de buts aussi. Et du coup, ce qui fait qu'ils ont du mal à aller chercher des résultats. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur les statistiques directement de Brest. Si on regarde maintenant les statistiques globales, je vais sortir un peu les stats et les comparaisons entre celles de Monaco et celles de Brest pour un peu voir où se situent les deux équipes. Comme on peut le voir, c'est légèrement à l'avantage de l'AS Monaco. Sur le niveau offensif, on a pu voir au niveau des buts, Monaco clairement beaucoup plus dangereux offensivement, inscrit plus de buts et on en casse même moins que Brest sur domicile et extérieur. On est sur ces stats-là. On peut voir que le nombre de frappes que laisse Brest est très importante, avec quasiment 14 frappes par match, c'est beaucoup. Ça laissera largement l'opportunité à Monaco de marquer des buts avec des attaquants assez redoutables. Au niveau de la possession, c'est une équipe qui est plutôt très équilibrée, qui est au milieu de la Ligue 1. Une équipe qui soit à domicile ou à l'extérieur a à peu près les mêmes statistiques de 49%. Donc voilà, c'est pas une équipe qui laisse le ballon, c'est une équipe qui cherche à avoir quand même un peu la possession, à la partager. Qui est clairement pas une équipe qui va mettre le bus et qui va chercher à jouer en contre-attaque. Une équipe qu'on peut le voir aussi sur le nombre de passes qui est au milieu du classement de la Ligue 1, 10e aussi. Une équipe qui fait le jeu, très clairement. Même au niveau du ratio, plutôt des bons joueurs au milieu de terrain. On reste sur une équipe là aussi qui est 10e, donc sur un peu 10e, un peu de partout sur les statistiques. Là où Monaco est 7e sur le nombre de passes. Là où ça pêche plus pour Monaco, on peut le voir sur la dernière ligne, c'est au niveau des arrêts par match. 1,7 pour le compte, là où l'Arsenal est à 3,3, donc largement dessus. Après, c'est pas des statistiques extraordinaires pour un gardien, on pourra le voir tout à l'heure, quand on parlera des gardiens. Il est plutôt au milieu des classements de la Ligue 1. C'est plutôt notre gardien qui est tout en bas.
Voilà ce qui est pour des statistiques. Petit point, historique entre les 2 équipes, là, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Depuis la remontée en Ligue 1 pour, ces 2 équipes, bah, la remontée en Ligue 1 de Monaco, hein, parce que Brest aussi n'est pas remonté il y a longtemps. Il y a que 2 saisons et il y a que du coup 2 matchs parce que le match retour de la saison dernière n'a pas été joué. L'arrêt du championnat a fait qu'on n'a pas fait ce déplacement à Brest. Du coup, bah, il y a la victoire 4-1 de Monaco la saison dernière et cette défaite. C'est tout ce qu'il y a. Après, on peut remonter à la saison 2010-2011 pour voir un autre match. Et sinon, les autres matchs sont avant que ça s'appelle hein, le stade brestois 29. C'est sous les anciens noms, dans les années avant les années 90, pour remonter pour avoir toutes les stats. Hein. Si vous regardez les stats que peuvent donner la LFP ou d'autres sites, il y a souvent très très peu de matchs donnés, parce que du coup, ils se concentrent uniquement sur les dernières années et pas sur les années aussi lointaines comme j'ai pu vous l'afficher. On peut regarder sur les statistiques globales, sur les matchs qui ont été joués, c'est très très favorable, 55% de victoire pour Monaco, tout match confondu. À domicile, c'est encore plus favorable, du coup, avec 8 victoires en 12 matchs, et 67% de victoires, et surtout offensivement, 27 buts sur ces 12 matchs, et pour 4 seulement encaissés. Donc vraiment, des matchs vraiment qui tournent en purge pour Brest, avec des grosses victoires, et en espérant, c'est ce qu'on va attendre sur ce match-là. Voilà ce qu'il en était du coup de l'historique entre ces 2 équipes. On va pouvoir s'attarder un peu plus maintenant sur les compos que nous ont donné les médias ce matin. Les compos du coup très différentes et assez surprenantes je trouve de la part de l'équipe, qui nous ont conduit à un dispositif tactique identique à celle du PSG. Alors pour moi, la tactique utilisée pour le PSG a été clairement faite pour contrer Mbappé, pour lui mettre toujours 2 joueurs sur lui, et pour arriver à se retrouver rapidement à une défense avec une ligne à 5 pour bloquer du coup bah, les 5 attaquants parisiens. Et je m'attends absolument pas à retrouver ce style de compo contre Brest. Pour moi, on va retrouver le schéma classique du 4-4-2 défensif, 3-4-3 offensif, donc plus ce que nous annonce Nice ce matin. Alors certes, ça va être aux dépens de joueurs comme sûrement Aguilar et Dissassi qui ont fait des bons matchs à Paris, mais du coup là, vont devoir sûrement laisser leur place pour le retour de Sidibé et en avis de Golovin, comme peut l'annoncer donc Nice matin. Voilà, en tout cas, ce qui est du côté monégasque et les différences qu'il peut y avoir entre les deux 11 qui sont annoncés. Côté brestois, ben, on retrouve exactement les mêmes 11 joueurs, le dispositif est légèrement différent entre le 4-3-3 de Nice matin et le 4-5-1 qui annonce l'équipe. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, c'est juste une position des deux ailiers qui est plus ou moins haute ou basse. Sinon, on retrouve les mêmes 11 joueurs dans des rôles un peu différents suivant les tactiques, mais c'est à peu près les mêmes joueurs. Comme je disais, c'est bien Duverne qui est annoncé comme titulaire pour remplacer le joueur qui est blessé au genou. Les joueurs sur lesquels il faut faire attention, le meilleur buteur, bah, c'est un ancien de la maison, hein, c'est Cardona, avec 7 buts, lui qui commencera sur le banc hein, assez régulièrement, mais c'est une grosse menace. 7 buts, une passe décisive. Sinon, à faire attention bien sûr à Honora, qui lui aussi a 7 buts, 4 passes décisives en Ligue 1. Mounier, l'attaquant, lui, c'est 6 buts et 4 passes décisives. Donc voilà, plutôt les joueurs offensifs qui tournent bien, pas énormément de buts comme pourraient être les attaquants de l'AS Monaco, mais des joueurs plutôt complets qui se peuvent retrouver très facilement buteurs et passeurs. Et bien sûr, faire attention à Fèvre, le futur joueur du Barça ou du Bayern, si on en croit les médias actuellement, qui fait une très très belle saison, il faut l'avouer. On a pu le voir au match aller. Il nous a fait assez mal, un joueur qui réussit bien à Brest, malheureusement, loin de nous. Ça fera plaisir à quelqu'un qui est dans le chat actuellement, j'en suis sûr. 5 buts et 3 passes décisives pour lui. Voilà, donc c'est les joueurs à faire attention. Si on regarde de plus près, du coup, au niveau des gardiens, l'Arseneur, c'est 67% d'arrêt, ce qui le classe 13e parmi les gardiens de la Ligue 1. En comparaison, bah, le compte, c'est 53% d'arrêt, et ce qui en fait le 22e et dernier gardien de Ligue 1. Hein. Malgré le match du PSG, il n'a toujours pas décollé de cette dernière place pour l'instant, malgré ce petit clean sheet. Après, si on regarde de plus près sur les XG, donc savoir est-ce que les buts encaissés par le gardien auraient pu être vitaux ou est-ce que les buts non encaissés, les arrêts étaient extraordinaires. Là, ça pêche un peu pour l'Arsenal parce que du coup, il est à moins 0,27 par match. Ce qui veut dire qu'en gros, un quart des buts qu'il encaisse aurait pu être évité s'il y a eu un meilleur gardien. Ce qui fait de lui le 20e gardien de la Ligue 1 sur ce point-là, donc vraiment très très bas. À comparaison, le compte du coup est à moins 0,41, donc là c'est quasiment un but sur deux aurait pu être évité. Ce qui fait de lui le 21e gardien sur les 22. Donc voilà, les deux gardiens sont tout au fond, ce qui indique clairement que l'Arsenal
encaisse beaucoup de tirs qu'on a pu le voir sur les stats et fait des arrêts parce que du coup il y a une masse de tirs très importante là où le compte a quand même peu de tirs, mais que l'Arsenal a tendance à encaisser des buts un peu 4-4 assez régulièrement. Donc voilà, espérons que nous, ça nous profite, qu'on puisse offensivement faire pas mal de frappes et du coup arriver à profiter de ça et à marquer des buts, sachant qu'on a des attaquants qui sont quand même largement au-dessus de ceux de Brest. On devrait prendre quand même l'ascendant sur ce match-là. Petit point sur l'arbitre et la attention, c'est Monsieur Pinard. Un seul match arbitré pour Monaco normal, puisque c'est sa première saison de Ligue 1, un match dont on se souvient, parce qu'il y a eu 2 cartons rouges, c'est quand même pas tous les jours qu'on se mange 2 cartons rouges. Si le carton rouge contre Dissassi, il est clairement logique, il est dernier défenseur, il est dans la surface, il fait une faute complètement débile, sachant qu'on en plus on est déjà à 10, tout à fait logique. Par contre sur Chouameni, là c'est dur. Le premier carton jaune, c'est sur une semelle, il n'y a rien à dire. Le deuxième, il roule sur le ballon avec son pied, il vient tacler le joueur, mettre un deuxième carton jaune qui donne un rouge là-dessus, c'est vraiment très très sévère. Donc voilà, ça explique aussi sa note de 4,1, en espérant que sur ce match-là, il puisse faire une meilleure rencontre. Et ne pas de 2 cartons rouges, ce serait pas mal. Et 2 cartons jaunes aussi aux joueurs qui risquent d'être en suspension contre Lille, ce serait pas plus mal. Donc on n'a pas grand chose à dire sur lui, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de données pour le comparer aux autres arbitres. C'est le moment du coup de faire un petit point sur mes pronos SM, savoir qu'est-ce que j'ai pu vous donner. J'espère que je vais pouvoir vous redonner les bons 11 comme j'avais pu le faire contre le PG. Assez satisfait d'avoir pu trouver la bonne tactique qu'avait utilisée Kovac, qui n'était pas du tout simple à trouver, parce que du coup il fallait bien retrouver cette défense de 3 défenseurs centraux et des 2 latéraux. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois beaucoup plus un retour sur ce 3-4 offensif et le retour des 11 joueurs qui sont censés le jouer à l'heure actuelle. Donc, c'est-à-dire pas d'Aguilar, pas de Dissassi. Je revois Sidi prendre une place de titulaire sur ce match-là pour retrouver son rôle donc, de défenseur central en phase défensive et sur latéral en phase défensive. Sur le côté, pour moi, il y a un poste pour 3 joueurs, Golovin, Aguilar, Diatta. Pour moi, c'est plus Golovin qui devrait retrouver une place de titulaire en espérant que physiquement, il ait retrouvé la totalité de ses moyens après sa petite gêne qu'il a pu ressentir au match de Lorient pour retrouver du coup ce système qu'on a pu voir avec ces 2 attaquants et ces 2 milieux offensifs qui sont Diop et Golovin. C'est un schéma que j'aime beaucoup et que j'espère retrouver. Sinon, voilà, pas d'autres surprises à attendre, je pense, du côté de la compo. On sait jamais, après des fois on a Ballo Touré qui surgit de nulle part, qui vient remplacer Aguilar, pas Aguilar, Enrique, pourquoi pas, ça serait pas surprenant non plus. On sait que maintenant on va enchaîner des matchs avec la Coupe de France et le match de Nice qui va venir s'intercaler, ce qui fait qu'on va avoir de l'enchaînement de matchs, donc forcément on va forcément avoir la rotation à un moment donné. Peut-être qu'elle pourrait commencer là, je ne pense pas, je pense que là on va vouloir aller chercher clairement cette victoire et donc on va se mettre sur le 11 classique avec les meilleurs joueurs qui sont à notre disposition. Concernant mes pronostics, donc moi je suis parti sur un 3-1, même si j'étais quand même plus partant sur le 2-1. Là je la joue un peu plus safe parce que du coup énormément de joueurs partent sur les 3 buts inscrits par Monaco. Et donc du coup je ne veux pas perdre bêtement des points. Je suis assez haut dans le classement, j'aimerais pouvoir y rester. Donc voilà, j'ai tendance à plus partir vers le 3-1. Je me dis que Monaco offensivement c'est très très fort. Ça a tendance à inscrire beaucoup de buts. Et même si au match aller on a buté contre cette défense, je me dis qu'on a quand même bien analysé avec la vidéo cette équipe et pour trouver les failles. Là où les autres équipes l'ont trouvé à l'extérieur parce qu'ils encaissent pas mal de buts à l'extérieur, on doit pouvoir le faire. Donc voilà, je pense qu'on doit pouvoir aller chercher ces 3 buts. Et forcément, le but inscrit, ça, je m'attends toujours à la cagade de notre défense ou alors de notre gardien. Donc je pense qu'on encaissera un but, sachant que voilà, même si offensivement c'est que 13 buts en déplacement, on n'est pas à l'abri de s'encaisser un but. Est-ce qu'il y aura un but ou une passe? Un ancien Monégas? Alors attention, au niveau des statistiques, FEF c'est 5 buts, 3 passes, RPG Pierre Gabriel, hein, c'est un but seulement, mais bon, c'est un défenseur latéral. Et Cardona, 7 buts, une passe décisive, 2 si on compte la coupe. Donc c'est des joueurs qui participent à hauteur de 44% des buts de Brest, c'est quand même beaucoup, hein, donc quasiment un but sur 2 et ils sont dedans, donc c'est fort possible qu'ils puissent participer au but sur ce match-là. Sur même les 5 derniers matchs, hein, c'est 38% des buts, sur 2 matchs, ils ont mis un but ou une passe décisive. Moi, je suis parti sur le non, parce que du coup, je me dis qu'on est proche du clean sheet ou de seulement un but encaissé. Cardona n'est pas un titulaire normalement sur ce match-là, donc ça laisse surtout Favre comme un véritable danger.
Donc je pars plus sur le non. Après le oui s'entend tout à fait. Est-ce qu'il y aura un but ou non d'un j'ai marqué U23, c'est pas U23, c'est U22 d'ailleurs, parce que du coup 23 ça ferait prendre Enrique alors qu'il n'est pas dans les joueurs. Là aussi, du coup, j'ai regardé, c'est 18 buts sur les 43 actions, si on compte les buts plus pas décisifs de cette saison en Ligue 1. Donc ça fait 42%. Donc c'est vrai que nos jeunes joueurs sont très très actifs et très productifs. Donc pourquoi pas, c'est tout à fait possible de les voir participer à un but. On a surtout Diop qui est un bon buteur. Nos milieux, je les vois bien aussi être très performants sur ce match-là et pourquoi pas contribuer à la hauteur d'une passe décisive sur ce match. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi Chouamini comme homme du match, que je m'attends à un match où le milieu de terrain sera très important et que je le vois un peu rayonner comme sur ces derniers matchs. Donc je vois pourquoi pas non plus mettre un petit but de la tête comme il nous a gratifié il n'y a pas si longtemps que ça. Pour ma part, je suis parti sur un oui. Là aussi, on est sur un 42%. Donc le oui et le non s'entendent tout à fait. Je peux comprendre que vous votiez non aussi à cette question-là. Et voilà, homme du match, je n'ai pas voulu partir sur les attaquants, même si avec 3 buts, ça pourrait être logique. Mais je m'attends à ce que notre milieu de terrain rayonne et qu'il puisse avoir des occasions avec les coups de pied arrêtés de marquer un but. J'avais choisi Diop sur le précédent match, j'étais tenté de le reprendre, mais du coup, j'ai plutôt choisi Chouameni. Voilà ce qu'il en est en tout cas de mes pronostics. J'espère avoir une très belle annonce à vous faire pour les pronos SM d'ici peu de temps, pour vous dire du coup qu'on aura des lots normalement à offrir. J'attends toujours de savoir à peu près quels lots sont offerts. En tout cas, c'est sûr déjà que le premier aura un lot qui m'a été généreusement offert par quelqu'un. Je ferai une annonce publique prochainement, en espérant récolter quelques autres pour vraiment vous faire plaisir. Ça fait énormément plaisir à moi déjà de voir qu'il y a 320 joueurs qui jouent toutes les semaines. On a atteint bientôt les 700 joueurs au total, c'est extraordinaire, ça me fait énormément plaisir, donc je cherche à vous trouver des lots pour vous remercier de suivre aussi assidûment ce jeu que j'ai lancé en me disant qu'on allait être une centaine et une vingtaine à la fin seulement à encore participer. Donc voilà, en espérant vous faire très prochainement une annonce. Voilà, c'est le temps du coup de faire un petit point avec le chat et du coup de pouvoir discuter ensemble. Si vous avez des messages, n'hésitez pas. Je vois qu'il du coup il s'affiche pas, c'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi sur la vidéo on ne le voit pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner dans le chat. Pour voir si ça apparaît. Non, oui, si ça apparaît, c'est bon. J'ai eu peur que le chat ne marche pas. C'est tout bon, on le voit sur la vidéo. Donc oui, allez-y, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir sur ce match, sur notre série, sur le club, sur la Coupe de France. Allez-y, posez vos questions, n'hésitez pas. Pour vous poser vos questions, je vous remercie en tout cas pour les gens, tous ceux qui m'ont suivi là. Je vois qu'il y a déjà au moins 3-4 personnes qui m'ont suivi pendant cette vidéo. Merci à vous, merci à ceux qui me suivent aussi sur YouTube. Ça fait très plaisir et ça pousse du coup à essayer de m'améliorer, à faire des modifications comme j'ai pu le faire sur cette vidéo, essayer de l'améliorer, essayer de trouver d'autres choses à dire. D'ailleurs, je passe une annonce. Si vous savez où je peux trouver le nombre de kilomètres parcourus par les équipes, j'ai pas trouvé un site qui donne ces infos. Si vous les avez, n'hésitez pas à me les donner soit par Twitter, soit directement en commentaire sur YouTube, parce que j'aimerais vraiment pouvoir donner cette info et j'arrive pas à la trouver. En tout cas, d'avoir un classement de toutes les équipes et de savoir où se situe Monaco et ses adversaires. Euh, il serait intéressant de voir si Voland revient bien en forme. Oui, c'est vrai que Voland à domicile, c'est plus compliqué. Lui, là où c'était Monsieur Stat à domicile, où il inscrivait tous ses buts et ses passes décisives, il a complètement inversé la tendance. Si on met de côté le match du PSG, c'était 5 déplacements, 5 buts. Un but par déplacement. Donc vraiment très en forme sur les déplacements. À domicile, c'est plus compliqué. Et on voyait très bien que c'était un peu le jour et la nuit, là où le joueur était très en vue sur les déplacements à l'extérieur, beaucoup plus timoré, timide sur les matchs à domicile, on le voyait moins. Donc voilà, en espérant qu'on puisse compter sur lui, parce que du coup, avant d'en avoir besoin contre cette équipe de Brest qui va chercher du coup à défendre au mieux possible ses buts. J'ai pas entendu le début. Est-ce que Brest a des absents? Oui, alors je te le remets rapidement. Le groupe, hop, voilà. Le seul absent du coup, c'est Erel, qui sera absent blessé au genou, donc le défenseur titulaire, qui sera sûrement remplacé par Duverne. On est sûr qu'on puisse profiter de l'absence du coup de la charnière centrale titulaire, avec un peu de mésentente entre les défenseurs pour pouvoir en profiter. L'ensemble des autres joueurs, c'est des joueurs qui habituellement joue très 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 peu et c'est des choix du coach, il n'y a pas d'autres blessures. L'horaire du match me fait flipper, oui, tu peux, c'est vrai, comme je le disais en intro, c'est une défaite à Lille, c'est un match nul à Lorient, et de mémoire, je crois que le match d'ouverture contre Reims, on fait match nul, qui c'est sûr, c'est aussi un match nul, donc on n'a pas gagné cette saison à cet horaire-là. Après, bon, je pense que ça ne veut pas non plus dire énormément de choses, même si
que je vois que le chat est hors cadre, donc je vais essayer de remonter un petit peu, ce sera un peu mieux. Hop, voilà. Même si, à un moment donné, on va peut-être casser cette série et qu'on est face à un adversaire qui a du mal en déplacement, ce serait le moment justement d'aller chercher des bons résultats. On parle de la rumeur Lacazette. Oui, bah, je l'ai même pas suivi. J'ai entendu comme quoi il y avait une rumeur qui est là. Je suis même pas allé lire l'article. Je sais même pas qui a sorti, si c'est vraiment une source intéressante ou pas. Je pense qu'en tout cas, les dirigeants sont pas encore du tout la recherche de joueurs pour l'instant. Je pense que c'est un petit peu tôt. Je pense qu'ils attendent de savoir vraiment ce qu'on va faire l'année prochaine au niveau de quelle Coupe d'Europe on va participer pour voir à peu près les cibles. Bon, certainement, ça commence à travailler en amont, hein, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour dire c'est tel joueur qu'on veut. Je pense que c'est plutôt sur des profils qui en recherchent. Que tout de suite dire que Lacazette va déjà bouger. Lui aussi, il a encore un bon bout de saison à faire avant la fin d'année. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour parler de ça. À voir déjà après, si on le fait venir, clairement, il faut qu'il soit titulaire. Donc c'est qui part. Est-ce qu'on fait partir Ben Yedder, Voland, parce que je le vois mal être un remplaçant de ces joueurs-là. Donc bon, personnellement, je n'y crois pas trop pour l'instant et je pense que c'est beaucoup trop tôt, surtout pour parler de tout ça. C'est grave pour le compte. Le compte, pire, c'est qu'il prend tout type de but. On peut même pas dire qu'il a un point fort. Moi, j'ai tendance à dire que ça reste un bon gardien. Il fait ses arrêts. C'est juste que il fait pas les arrêts extraordinaires. C'est ce que j'ai attendu. C'est vraiment qu'il aille chercher sur des frappes qui sont un peu plus compliqué. Il a tendance à encaisser des buts. Là, on dit, bah oui, il pouvait pas grand chose, la frappe était compliquée, mais justement, il fait pas ce petit plus, il a pas ce réflexe qui va lui permettre d'avoir un centième d'avance sur la frappe et de pouvoir bien se positionner. Il va pas forcément peut-être bien boucher ou anticiper là où la frappe va être. Et du coup, il va pas aller chercher les arrêts un peu extraordinaires là où les meilleurs gardiens vont le faire. Et je trouve que c'est ce qui nous manque et ce qu'il va absolument nous falloir en Ligue des Champions ou même en Europa League. Donc clairement, il faudrait que dès maintenant, parce que moi, il reste que 12 matchs de Ligue 1 et quelques Coupes de France, j'espère. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'il prouve vraiment qu'il a la capacité d'élever son niveau et d'être bon pour que l'année prochaine on puisse compter sur un bon gardien. Sinon, pour moi, il faut absolument chercher un autre gardien euh, d'un autre niveau pour vraiment s'assurer. Parce qu'on ne peut pas avoir ce même type de gardien qui encaisse ses buts bêtes par moment en Ligue des Champions si on veut aller faire une bonne saison, quoi. On doit mettre la pression à Lyon avec une victoire aujourd'hui. Oui, mais je pense qu'il faut clairement, dire la victoire est impérative pour nous, parce que c'est pas là qu'il faut perdre des points. Si on doit perdre des points, ça va être sur les matchs un peu compliqués en déplacement, sur les équipes du haut de tableau, pas contre Brest, qui est très mauvais, on peut le dire, à l'extérieur, qui sont une très mauvaise série de 7 matchs en victoire. Il faut aller chercher des points contre eux pour dire à Lyon, voilà, vous avez un déplacement à Marseille qui est jamais simple, on vous met la pression pour vous ramener à 2 points, non, à 1 point, non, à égalité, on reviendra à égalité avec eux, parce qu'on a 3 points d'écart. Donc clairement, il faut aller chercher la victoire. Il n'y a pas des masses de bons gardiens dispo en général. Oui, c'est toujours pareil, les gardiens, il faut que ça commence à bouger dans les gros clubs pour commencer à enclencher des rotations pour arriver à avoir des disponibilités sur certains gardiens. C'est toujours compliqué, mais bon, voilà, ça, on verra ça plus tard. Si on peut avoir un meilleur gardien, pour l'instant, ce qu'on a, c'est le compte. Derrière lui, ça ne nous a pas forcément trop rassuré. On verra bien Madjeki ce que ça donne contre Nice en Coupe de France, contre une autre opposition à celle que Grenoble a pu nous montrer. Euh, oui, volant de gros match à Paris, il a fait beaucoup d'efforts. Une avant-dernière passe, c'est presque un but. Malheureusement, j'ai pas pu voir le match contre le PSG, donc là, je pourrais pas vous dire vraiment ce qu'a pu apporter dans le jeu Voland. J'ai entendu, oui, qu'il avait fait une grosse occasion sur laquelle il aurait pu inscrire un but. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Malheureusement, je ne verrai pas non plus, à mon avis, le match. C'est avec cet horaire, voilà, repas de famille fait que je ne vais pas pouvoir me voir le match, ou alors que la deuxième mi-temps. C'est un peu triste, parce que j'aurais bien voulu voir ce match contre Brest. Mais bon, c'est comme ça. Je vois bien, après la victoire contre Paris, on avait enchaîné une mauvaise série. Oui, oui, on était vraiment serein. Après la victoire contre Paris, on s'attendait à pouvoir faire des bons résultats et on avait enchaîné derrière sur un mauvais résultat. J'ai plus en tête lequel c'était, mais il me semble pas que c'était. Ouais. Il me semble que c'est la période où justement on a eu du mal et qu'on a perdu des points un peu bêtement. Après, ça joue vraiment bien. Alors, défaite contre Lyon, c'est 3 heures, un peu comme. Ouais. Et faire attention, hein, parce que contre Lyon, ils perdent 3-0 à la mi-temps, ça ne les empêche pas de revenir complètement dans le match, d'inscrire 2 buts, et d'aller titiller Lyon pour aller chercher le match nul. Donc voilà, c'est une équipe qui baisse pas les bras, c'est une équipe qui est vraiment très joueuse, comme on l'a vu, c'est pas une équipe qui va mettre le but, c'est une équipe qui va chercher la possession, à avoir le ballon, à construire son jeu. C'est pas une équipe de contre-attaque du tout. Voilà, c'est une bonne petite équipe qui est toujours chiante à manœuvrer. Non, faut pas s'attendre à se dire ça va être simple, on est à domicile, on va aller gagner, on va prendre les 3 points et c'est pas là que la difficulté sera. C'est toujours contre ce genre d'équipe que c'est compliqué.
même si j'ai tendance à dire que les équipes du milieu de classement comme ça ont beaucoup moins d'enjeux en ce moment, jouent avec beaucoup moins de pression. L'Europe, c'est très compliqué à aller chercher. La relation commence à être loin pour eux, donc plus on va avancer dans le calendrier, plus ce genre d'équipe normalement sera à notre portée, parce que du coup il y aura moins de pression sur leurs épaules. Donc des fois les équipes libérées aussi, c'est pas simple à jouer. C'est sûr que la beauté du foot n'a pas du tout complote Ligue 1. Tous les matchs sont compliqués en Ligue 1, il suffit de faire le jeu et on se met en danger. Il suffit d'un fait de jeu et on se met en danger tout seul. En effet. Monaco a une sacrée tendance actuellement, je pense que ce serait net et sans bavure. Bah, j'espère aussi, comme je l'ai mis dans mes pronostics, je m'attends quand même à une victoire assez simple, 3 buts à 1. Donc je m'attends à ce qu'offensivement on fasse le boulot. Ils n'ont pas leur défenseur central titulaire, leur gardien n'a pas non plus des stats extraordinaires, donc normalement on doit faire le boulot et remporter la victoire et se faire plaisir. Le 3-1, c'est plus de 5, c'est 38% je crois des votants pour l'instant qui l'ont mis, donc c'est vraiment le score qui est très très en vue. Tu gagnes pas de Brest à l'habitude, tu peux pas espérer être champion, même si c'est peut-être pas l'objectif. Oui, bon après les années de titre, généralement tu perds des matchs et quand tu fais un retour en arrière, tu dis c'était un peu bête de perdre des points là. C'est pas contre les grosses équipes que tu perds des points, c'est sur des matchs un peu bêtes. Justement, des fois tu les prends un peu trop de haut. Donc ça veut pas forcément dire grand chose. Et il faut voir que là, on est comme une très grosse équipe de cette saison et on a perdu des matchs. On se fait peur contre Nîmes et on perd des points contre Lorient. Donc des équipes qui sont au fond du classement. Allez, n'hésitez pas si vous avez d'autres petites questions, j'y répondrai avec plaisir. Petite question pour Diata, Badia et Tchouaméni, il leur reste combien de matchs avant qu'ils repartent 0 pour qu'ils soient suspendus? Alors je vais le répéter ce que j'avais dit tout à l'heure. Diata, c'est 3 matchs. Badia Shield, c'est son dernier match sur lequel il peut avoir un carton rouge. Un match de suspension. Et pour Tchouaméni, malheureusement, il y a 8 matchs maintenant. Parce que du coup, c'est les 2 précédents matchs où il a pris ses cartons jaunes. Donc il y a de fortes chances que du coup, il se fasse suspendre. Ça va être très compliqué pour lui de tenir aussi longtemps. Dans le top 3 selon toi Monaco cette année, je pense que oui, on peut, si on arrive à enchaîner comme ça, on peut aller gratter une place. Pour moi, ça va être peut-être 2, 3, ça commence à être compliqué. Il faut vraiment attendre des faux pas de toutes les équipes. Je vois vraiment Lille en mode un peu Monaco 2016-2017 qui maintenant va aller chercher, être sur sa continuité, aller chercher des résultats, à rien vouloir lâcher. On peut le voir, ils sont déjà dans ce type de série, parce que si nous on est sur une série extraordinaire, ils sont sur la même, quasiment en Ligue 1. Ça lâche très très peu de points et je pense malheureusement que ça va le faire. PSG, je pense que à un moment donné, ils vont commencer à vraiment focus sur la Ligue des Champions et qu'ils vont encore perdre un peu des plumes. On peut le voir sur une stat que j'ai donnée cette semaine. Les confrontations directes, c'est catastrophique pour eux. C'est 5 défaites quand même. C'est quand même beaucoup contre les meilleures équipes du championnat. Donc voilà, je pense qu'on peut peut-être même aller chercher le PSG, leur prendre des points, même si on n'a plus de confrontation directe. Et Lyon, ça dépend. Des fois, ils vont nous sortir des super matchs. Bon, des fois, ils vont aller perdre des points bêtement contre des équipes qu'on ne s'attend pas. Ou par exemple, contre Brest, se faire remonter de 2 buts alors qu'ils tiennent complètement le match. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut clairement aller chercher ce top 3. On peut aller chercher la Ligue des Champions. Pourquoi pas peut-être la deuxième place si on vraiment continue à enchaîner. Ça va vraiment se jouer sur les confrontations directes, parce que c'est là où on perd ou on gagne beaucoup de points. Je pense que Maripane a vraiment pris la place de Dissassi. Je pense que défensivement, ça se joue à pas grand chose. Je trouve qu'il y a une meilleure entente entre Badiachil et lui. Il rend Badiachil meilleur. Je sais que ça fait rire. J'avais déjà dit avec Radio Diagonale, ça avait fait rire. Mais pourtant, c'est le cas. Je trouve que Badiachil ne fait plus d'erreurs depuis un bon moment et depuis qu'il est avec Maripane. Avec Dissassi, peut-être parce que ils ont pas loin d'avoir le même âge, tous les deux des jeunes joueurs, et du coup, il y a peut-être ce manque d'expérience et il n'y a pas l'effet de l'un au-dessus de l'autre, d'avoir vraiment Maripane qui dirige cette défense. Donc je trouve que l'équilibre est un peu meilleur entre ces deux-là. Et puis Maripane apporte tellement offensivement en ce moment que c'est très difficile de les dire tu vas sur le banc, on va remettre Dissassi titulaire. Donc je pense que tant que Maripane continue à être aussi performant des deux côtés du terrain, même s'il y a quand même des choses à lui reprocher, il va être titulaire et au-dessus de Dissassi. Dissassi va avoir du temps de jeu. De toute façon, il en a eu contre Paris, il va en avoir peut-être contre des matchs contre Lyon ou Lille. On a peut-être des tactiques à nouveau. On va se retrouver avec vraiment 3 défenseurs. Si on veut bloquer de Paille, par exemple. Et après, Coupe de France aussi, forcément. C'est qui a le calendrier de l'ESM Pour ceux que non.
Badiachil fait moins d'erreurs parce qu'il corrige moins celles de Disasi. Ouais, j'irai peut-être pas non plus à jusqu'à là, mais Disasi fait beaucoup d'erreurs quand même. Au début de saison, c'était impressionnant le nombre d'erreurs qu'avait fait Disasi. Beaucoup, pas forcément des erreurs directes, des fois, c'est des erreurs de placement où il va vouloir chercher à monter sur le ballon et du coup, bah, il va le rater de la tête et du coup, il laisse un grand vide derrière lui. Et du coup, il va se faire avoir sur l'attaque derrière lui. Donc il est jeune, hein, et franchement, il y a pas mal de potentiel, mais c'est un peu comme Badiachil, il faut du temps, il faut petit à petit que ça prenne de l'expérience et que ça prenne de l'assurance. Mon avis, c'est une très belle charnière qu'on a, mais il faut du temps pour que ça se mette en place. Voilà, quoi. Contre Paris sera-t-elle pour toi celle des gros matchs contre Lille? Oui, c'est ce que je disais, c'est possible qu'on la retrouve. Contre Paris, en fait, c'est quasiment la même tactique qu'on joue à l'heure actuelle, hein. C'est juste que du coup, au lieu d'avoir une défense à 4, on va glisser en défense à 5 pour bloquer un joueur. Typiquement, là, c'était Mbappé. Je pense qu'on veut peut-être la même chose, bloquer un joueur comme de Paris sur le match contre Lyon. Après, on a domicile, donc on n'a pas forcément cette nécessité non plus de subir. Parce qu'on savait contre le PSG qu'on n'allait pas avoir le ballon, ils n'allaient pas nous le laisser, qu'on allait se jouer du coup que sur des phases de transition ou sur de la contre-attaque. Contre Lyon, c'est pas forcément le cas, parce que Lyon n'est pas forcément une équipe qui a énormément la possession. Monaco l'a plus de mémoire au niveau du classement. Donc peut-être qu'on jouera pas cette tactique. Ça va être intéressant de voir ce que Kovac va choisir comme tactique à ce moment-là. Contre Lille, je ne saurais pas dire non plus, à voir. Mais je pense que Kovac n'est pas fixé dans ce schéma-là. On a pu le voir contre Paris, il l'a changé. Donc pourquoi pas le rechanger aussi contre d'autres équipes, parce que c'est ces matchs-là qui vont être importants et c'est ceux-là qu'il ne va pas falloir rater pour lui. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser parce que ça fait un bon petit moment là, ça fait déjà 45 minutes qu'on est sur ce live. En tout cas, bah, merci d'avoir été aussi nombreux, ça fait très plaisir d'avoir eu autant de monde sur cette petite vidéo. Et j'espère en tout cas vous retrouver aussi nombreux sur les prochains débriefs. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter et d'avoir autant de petites questions, de pouvoir échanger ensemble. Bah, je vous rappelle du coup qu'il y aura un débrief Radio Diagonale, même si je n'y serai pas, parce que bah, moi je vais pas pouvoir le voir le match, donc je ne serai pas du débrief, mais car Radio Diagonale fera un live Twitch juste après le match ou un peu plus tard, parce que bon, ces horaires c'est toujours compliqué aussi pour enchaîner. La vidéo sera aussi sur YouTube après, donc vous pourrez voir notre débrief comme ça. Bah, je vous souhaite en tout cas un très bon match, en espérant une belle victoire de l'AS Monaco, qu'on puisse talonner ces grosses équipes au-dessus de nous et qu'on puisse aller jouer un peu le podium ou le titre cette saison. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.